Salut à tous et bienvenue dans un nouveau Histoire au coin du D20. Tu t'es pas trompé pour une fois. Oui, tout à fait, mais c'est parce qu'ici nous sommes en plein cœur de la nuit. C'est une histoire qu'on ne pouvait que vous raconter dans les heures les plus sombres de la nuit. Hein. J'ai Oui. dit 2 fois nuit. Il est pas si tard que ça. Hein. Oui, non, mais c'est les effets spéciaux, hein, c'est comme ça. Donc, oui, nous allons vous parler aujourd'hui de Vampire la Mascarade. Mhm. Et Vampire Requiem, en fait, vu qu'on a joué au Oui, oui, un petit peu de toutes nos expériences à travers les différents jeux de la gamme Vampire Monde des Ténèbres. Et même de Vampire Dark Age. Oui, oui, tout En à fait, fait. celui auquel on a le moins joué dans le tas, c'est Vampire la Mascarade. Voilà, tout à fait. Bon, je propose qu'on présente la bière du jour Voilà, et puis déjà, qu'on la- se lance dans... La bière, pour qui dit vampire, dit luxembourgeois. Oui, voilà, dit la Batine, la bière luxembourgeoise qu'on nous a gentiment Logique, offert. Il y a une logique quelque part, hein. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé, mais... Bah, il y a peut-être beaucoup de vampires au Luxembourg, hein, c'est un Peut-être, duché, Après finalement. tout, oui. Le Grand-Duc. Voilà, je n'oserais pas dire que le Grand-Duc est peut-être Oui, un il fait- vampire, Oh je ne sais pas, Ouais. mais... Donc nous allons goûter à cette bière merveilleuse. Bling. Bah, moi, je l'ai déjà goûté, hein, je sais qu'elle est bonne, donc... Ah. Pas mauvaise, j'ai déjà goûté aussi en fait. Eh bien, c'est marrant, tu es beaucoup plus pâle, tu es beaucoup plus livide que moi. Pas grave, pas grave. Nous allons commencer par notre rencontre avec Vampire, qui n'est pas au coin du D20, mais au coin du D10, vu que Le Monde des Ténèbres a déjà un des meilleurs systèmes de jeu existants. Oui, le Monde Vraiment. des Ténèbres en général est un très très bon système de Très, jeu. très On bon a- système de jeu. On en avait déjà parlé dans notre vidéo comment commencer les jeux de rôle, où c'est donc avec plusieurs D10 et on associe une caractéristique à une compétence. Et ça marche très très bien. Aussi instinctif pour le maître de jeu que pour les joueurs en fait. Vraiment très bon système. Euh, Peut-être, on en avait déjà parlé, mais revenir un petit peu sur comment se présente le monde de Vampire. Donc Vampire la Mascarade, ça se passe de nos jours. C'est un jeu de rôle contemporain. Contemporain, tout où- à fait. qui est assez proche, si ce n'est que, là je vais parler d'une histoire qui n'est pas contemporaine, de Entretien avec un vampire, disons plutôt de manière générale les romans de Anne Rice. C'est vraiment ce à quoi ça se rapproche le plus, même si c'est pas exactement la même chose. Mhm. Je ne sais pas si tu as plus à en Ah, dire. pas vraiment. Hein, Voilà. Surtout Il y a d'autant des plus que clans. j'ai pas tout lu. En fait, pour être tout à fait franc, de Anne Rice, je n'ai lu que ce qui constitue la suite d'Entretien avec un vampire. Lestat le vampire. Voilà, Moi, Lestat- pareil, j'ai lu les Je n'ai lu que les stats et je l'ai lu en Entretien. Moi j'ai eu diagonale. Entretien. Et donc, ce qui est très important dans le monde de vampire, c'est que de 1, quand on commence un personnage vampire, on n'est pas franchement plus puissant qu'un humain. Quand même, On joue quand plus même. ou moins un humain de base, mais avec des pouvoirs vampiriques. Mais les caractéristiques, on va pas être plus fort qu'un humain. C'est parce qu'on joue un vampire de la 13e génération. Voilà, exactement. C'est c'est ça important. le truc, c'est-à-dire que à chaque fois, donc le premier vampire c'était Cain ou Cain, Qui est une Cain, ouais. ça dépend comment on le prononce, qui a été maudit par Dieu et qui est donc devenu le premier vampire et le plus puissant des vampires. Et de par sa morsure et je sais plus exactement. Quand il a mordu quelqu'un, il a fait les... Ça y est, on va commencer à se perdre. Les antédiluviens. Les antédiluviens, Voilà. qui sont donc la 2e génération. Ou encore, je me demande si c'est pas la 3e génération. Donc la 2e génération, on ne sait pas qui c'est. C'est très possible. bien. Je sais plus. Je suis très sûr de ce côté-là. Vous voyez, à chaque fois, on Mais ne fait pas des recherches approfondies, on c'est-à-dire raconte nos histoires. C'est-à-dire qu'en fait, ces très très anciens vampires des 2e et 3e générations étaient pratiquement des dieux sur Terre, enfin des dieux sur Terre, quoi. Ils régnaient sur les humains avec des pouvoirs immenses, etc., etc. Et à chaque fois qu'un vampire dilue son Voilà, sang... en fait, à chaque fois qu'un vampire... désolé. Tu me laisseras un jour finir les phrases. Non, vas-y. À chaque fois qu'un vampire dilue son sang en le donnant à un mortel pour en faire un vampire, ben, forcément, c'est comme faire une photocopie d'une photocopie, elle est moins nette que l'original. Donc, et donc voilà, les vampires qu'on joue dans Vampire la Mascarade sont de la 13e génération. Donc effectivement, ce ne sont pas des super-héros. Voilà. Donc en fait, quand vous devenez un vampire, vous êtes de la même génération que votre sire, je crois qu'il Un appelle, sire, le sire, donc celui que vous a créé, moins 1. Enfin, plus 1 plutôt. Et donc, les personnages sont des descendants de la 12e génération, ils sont donc de la 13e génération. Et il faut savoir que la 14e génération, c'est la dernière, parce que la 14e génération ne peut plus enfanter, tellement le sang est dilué. Et c'est le signe de l'apocalypse, parce que d'ailleurs, toute cette partie
Oui. du monde des ténèbres, c'est l'histoire d'Apocalypse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le monde des ténèbres, donc cette fameuse série de jeux de rôle qui réunit plusieurs jeux de rôle, qui permet aux joueurs d'incarner différentes créatures de l'obscurité. On viendra sur Loup-Garou, là on a beaucoup joué. Loup-Garou fera aussi un sujet qu'on espère vous faire bientôt. Hein. On a un peu oui, petite parenthèse, on a un peu tardé sur cette histoire au coin du D20. Hein, ça aurait pu venir plus vite si un certain monsieur au chapeau que je connais ne mettait pas des jours et des jours pour faire des vidéos qui soi-disant durent 59 secondes. Mais enfin, bref. Elle dure 59 secondes. Donc en fait, oui, il y a toute cette histoire qu'on approche de l'apocalypse et que tous les êtres, j'allais dire fantasy, mais fantastique, toutes les créatures surnaturelles sentent que la fin du monde arrive. Et pour les vampires, ça prend la forme que les antédiluviens, donc les plus vieux vampires, les plus vieux vampires encore existants, ils vont revenir. Et en fait, ils sont tellement puissants qu'ils vont ils vont tuer les vampires, ils vont réduire les humains en esclavage, et ça va être la fin du monde. Ouais. Et d'ailleurs, loup-garou s'appelle loup-garou l'Apocalypse aussi. Voilà, parce que les loups-garous aussi sentent que c'est la fin des temps et qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc, comme je disais, quand vous créez un personnage dans Vampire, vous avez des caractères assez normales. Mais vous avez quelques pouvoirs de vampire, pas très puissants au début, mais surtout vous avez des points de sang. Parce que quand vous buvez le sang de quelqu'un, ça remplit votre total de points de sang. Et ça, c'est la grande différence selon votre génération. C'est que plus vous êtes d'une haute génération, plus vous avez une réserve de sang. Les personnages de haute génération ont plus de sang en eux que ce que leur corps ne laisse présager. Voilà, et donc, les vieux vampires, si jamais vous les saignez comme un cochon, il y a l'équivalent du sang de 10 personnes qui va s'écouler. Genre, oui, voilà, un vampire de 11e génération, on lui coupe la tête et ça fait un geyser de sang absolument apocalyptique, genre la scène de l'ascenseur qui s'ouvre dans. Et ces points de sang vous permettent d'augmenter vos caractéristiques temporairement, ce qui fait qu'un vampire bien nourri est plus puissant. Mais quand même moins puissant qu'un loup-garou. Là, je pense qu'on a quand même pas mal résumé le truc. Très important, donc il y a des clans. Il y a on va dire comme ça vaguement, je dirais Broodja, qui sont donc les bourrins. Il y a c'est comment les assassins déjà? C'est les vampires qui viennent du Moyen-Orient. Il y a les gangrels qui sont des espèces de vampires animaux qui ont des pouvoirs d'animaux. Et donc chaque pouvoir, il y a vraiment des pouvoirs par clan. Il y en a qui peuvent se faire pousser des griffes. Il y a l'espèce d'hommes serpents qui peuvent planquer leur cœur dans un réceptacle comme une momie égyptienne, des trucs comme ça. Un clan dont on va reparler, on va pas énoncer... Il y a deux clans dont on va beaucoup parler. Voilà, il y a deux clans dont on va beaucoup parler, puisque maintenant vous commencez un peu à nous connaître, je pense. Gilles et moi, on a tendance à toujours jouer un peu les mêmes archétypes. Une fois qu'on a trouvé un archétype qui nous plaît bien, on le joue tout le temps. Et donc, je vais commencer par le mien. Vas-y. Le clan que moi j'ai toujours trouvé super chouette, et que personne n'a jamais joué, il y a peut-être aussi, c'est comment dirais-je, psychologique, je joue toujours le clan que les autres ne veulent pas jouer, c'est les Nosferatu. Et en fait, les Nosferatu, ce sont des vampires qui, lorsqu'ils sont étreints par leur cire, donc c'est-à-dire qu'un vampire, un vampire va les transformer, va transformer le mortel en vampire, voilà. La malédiction de Caïn va s'exprimer de la manière que son corps va devenir difforme. Et en fait, les Nosferatu sont des vampires dont le look s'inspire un petit peu du vieux film Nosferatu. Tout à fait. De 1922. 22, j'allais dire 32, mais j'étais encore 10 ans en avance. Et donc, ils ont des physiques très particuliers et très désagréables. Il est difficile de ne pas noter un vampire Nosferatu. Mais le meilleur clan de vampires n'est pas celui-là. Tiens, juste avant que j'oublie, une notion très vague qui n'est jamais bien expliquée dans les bouquins, du moins les bouquins de vampires que nous on a lus. Est-ce que les vampires sont capables de sexualité? Ben oui. C'est jamais très bien. Nous, on avait dit qu'il fallait qu'ils utilisent un point de sang pour avoir une érection, ou ce genre de choses. Il me semble que dans Anne Rice, c'est plus ou moins clairement dit que les vampires sont morts, donc il n'y a pas de sexe, mais en fait, leurs sentiments n'en sont que peu puissants. Et donc, il y a beaucoup de relations semi-homosexuelles. Il y a des relations semi-homosexuelles dans Anne Rice parce que la sexualité n'a plus lieu. Donc, ça parle quand même de choses comme la pédophilie. Pas vraiment. En tout cas, l'amour d'un homme
vis-à-vis d'une petite... Enfin, Si, qui a largement une femme l'âge. qui est dans le corps d'une Une petite fille, fille. voilà, enfin, ouais. Bon. Tout ça pour dire, moi, le clan absolument indispensable, c'est les Trémères. Alors les Trémères, qui ce sont? Les Trémères, ce sont Mais des... qui sont-ce? Ce sont ceux qui ont le plus de pouvoirs différents parce que ce sont des magiciens. Ce sont les magiciens des vampires qui sont des pouilleux. C'est-à-dire qu'ils vont trahir tout le monde dès qu'ils peuvent. Et en fait, ils sont détestés par tout le monde. Pourquoi? C'est parce que C'est les origines du clan. les origines des Trémères sont terribles. Ils ne descendent pas vraiment des vampires. En fait, le premier Trémère, c'est un alchimiste qui s'est fait vampiriser. Au Moyen-Âge, qui a pompé le sang d'un vampire. Voilà. Et qui s'est vampirisé tout seul en capturant un vampire. Vous pensez bien que les autres clans de vampires qui ont des histoires très traditionnelles, qui ont un certain code d'honneur, même parmi les morts vivants, Qui ont bien 10 000 ans ne d'histoire supportent derrière pas eux. ça. Des vampires qui ont triché avec, Ils ont triché, ouais. avec leur code et avec leur mode de vie, et qui en plus sont des sorciers, ça la fout mal. Voilà. Et donc, ce sont des ordures, les Trémères. Et ça m'étonne pas que tu aimes les jouer, parce que tu es Oui. toi-même une ordure. Ils sont super, les Trémères. Ben non. D'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes que j'ai avec Vampire Requiem, auquel on a pas mal joué quand même, mais il n'y a pas de Trémères. Oui. Et ça m'a fait Oui. mal. Mais mal. Mais ils ont, en fait... on n'aura toujours pas parlé de nos expériences personnelles. On va y arriver. Mais on a eu une très bonne expérience sur Vampire Requiem avec un très bon maître de jeu qui nous avait prévu une campagne vraiment aux petits oignons. Mais au final, je trouve que le settings de la nouvelle édition de Vampire, Vampire Requiem, elle est inférieure. Il manque ce côté... t'as comment dirais-je, un grand panel de clans de vampires, tous très caractérisés. Là, c'est plus dissous et c'est plus mystique. Enfin, Ouais, c'est mystico. Il y avait une histoire que on se réunit pas tellement par clan, mais plus par l'idéologie de l'origine du vampire. Et je trouvais que c'était pas terrible. Première rencontre que l'on a eue avec Vampire, c'était parmi nos tout début de jeu de rôle. Donc à l'époque, nous avions, je crois qu'on va dire les noms, c'est pas trop grave. Notre premier maître de jeu qui nous a vraiment lancé dans le jeu de rôle s'appelait David. Et l'une des premières fois où il était lui-même joueur, c'était avec un de nos amis. Sous l'égide de Sébastien, qui avait une manière assez particulière, on était jeunes, de masteriser. Avec le recul, je me dis, c'était la première fois qu'il masterisait. Comment veux-tu que ça se passe bien? Disons simplement que moi, mon plus grand souvenir de cette soirée de jeu de rôle vampire, c'est la Master System. Alors, comment ça s'est passé? Je vais commencer, après je te laisserai continuer. Donc, nous créons nos personnages, on a l'habitude de créer des personnages, c'était nos débuts dans Monde des Ténèbres, mais on s'amusait bien. On arrive, on commence, alors on ne sait pas très bien quoi faire, et alors il nous dit, vous arrivez dans l'antre du prince vampire, du prince de Paris, qui vous sert un verre de sang. Et là, il a un petit... il a l'œil qui brille un petit peu, il sort... Action réelle. Il nous dit action réelle, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup à l'époque, on faisait beaucoup moins maintenant. C'est-à-dire qu'on amène quelque chose du jeu, entre guillemets, dans le réel plus ou moins. C'est-à-dire souvent courir devant un monstre, ce genre de choses, on le faisait pas mal à l'époque. Et donc, il sort du jus de tomate et 3 verres. Il nous sert donc, nous deux plus David, 3 verres. Nous deux, on boit nos verres, rien à foutre, jus de tomate. J'aimais pas le jus de tomate, j'aime toujours pas le jus de tomate, mais ça allait quoi. Mais David, qu'est-ce qu'il dit? Alors David, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu ce bon David, mais c'est quelqu'un qui a les idées fixes, on va dire. Et il avait décidé qu'il ne boirait pas, il déteste. Enfin, il détestait, peut-être qu'aujourd'hui il est très friand du jus de tomate, mais à l'époque il détestait le jus de tomate, et là il a dit non, je ne boirai pas ce verre de jus de tomate.